Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour, merci infiniment de nous rester fidèles. Bienvenue à votre rendez-vous dominical, l'entretien du dimanche. Aujourd'hui, nous recevons un économiste. Il est plus précisément un macroéconomiste. Docteur Gérard Sokegbe a accepté d'échanger avec nous autour des prouesses économiques du Bénin. Vous le savez, notre pays est resté très longtemps discret sur la scène internationale, mais il attire désormais l'attention du fait de ses performances remarquables en matière de croissance, en matière de gestion publique. Nous allons ensemble décrypter avec M. Gérard Sokegbe, Dr Gérard Sokegbe, les mécanismes derrière ses succès, comprendre le rôle des agences de notation et explorer les instruments financiers tels que le Sukuk et l'Eurobond. Une discussion qui promet d'être plutôt éclairante. Alors, restez avec nous et ça démarre tout de suite. Docteur, merci infiniment d'accepter notre invitation. Merci beaucoup. Sinon, c'est moi qui te remercie, toute l'équipe de EDEM TV, pour m'avoir invité afin vraiment d'échanger avec vous sur les performances économiques et financières du Bénin sur la décennie qui est en train de s'achever. Merci infiniment. Très sincèrement, tout le plaisir est pour nous parce que j'ai dû vraiment faire le pied de grue pour vous avoir et c'est parce que votre agenda est très serré. Mais pour démarrer tout de suite, oui. Comment expliquez-vous aujourd'hui ces prouesses-là du Bénin sur le plan économique? Qu'est-ce qui a changé, pour être plus concret, depuis 2016? Bon, si on veut concrètement dire ce qui a changé, en réalité, si on dit que quelque chose a changé, il faut qu'on voit la chose. Voilà. Donc, ce qui a changé, c'est ce que vous voyez. Bon, donc les infrastructures, la gouvernance, le Bénin révélé, bon, le mieux-être, beaucoup de choses ont changé. Et quand nous parlons donc de changements perceptibles, il faut voir les routes, l'assainissement, les infrastructures, bon, et j'en passe. Donc, et pour nous, économistes, on va toucher du doigt, d'abord, en premier, la croissance économique. Donc, quand on dit croissance économique, il faut comprendre que c'est l'augmentation de la production. Donc, la production a augmenté de façon régulière, de façon soutenue, et nous pouvons dire durable. Et pour cause. Vous devez savoir que le Bénin, aujourd'hui, a changé du statut de pays. Donc, c'était classé parmi les pays pauvres, les pays qui sont en voie vraiment de se développer. Mais aujourd'hui, le Bénin est un pays à revenu intermédiaire. Et en tant que pays à revenu intermédiaire, le Bénin a accès à des guichets. Le Bénin peut lever des ressources. Et c'est ça qui fait que, bon, en matière d'infrastructure, le Bénin se révèle de plus en plus. Vous avez des voies qui sont tracées, qui sont réalisées. Et tout dernièrement, quand vous quittez Cotonou pour Porto-Novo, vous voyez ces autoroutes. Et puis, pour ne citer quelques de ces voies, vous voyez la place de l'Amazon. Bon, il n'y a pas que ça. Quand vous allez dans à l'intérieur du pays, quand vous allez dans les centres dans le nord, urbains, partout, donc vous avez beaucoup de réalisations. Quand vous prenez Glodibé, par exemple, vous avez quand même, c'est une usine qui fait la fierté du pays et qui crée massivement d'emplois. Donc, sur cette affaire ou sur cette thématique, nous pouvons dire que derrière tout ça, toutes ces réalisations, il y a ce qu'on appelle la gouvernance publique. Cette gouvernance a permis, par exemple, d'améliorer le climat des affaires, le climat d'investissement, de mettre les préalables pour que les gens puissent investir. Ce qui, quand vous rentrez dans une économie et vous voyez que les gens investissent, il faut comprendre que ça va. Donc, le climat des affaires, son aboutissement, c'est le taux d'investissement. Donc, ça, on va en reparler tout à l'heure. D'accord. On nous dit de plus en plus que le Bénin est plutôt crédible aujourd'hui sur les marchés financiers internationaux. Mais qu'est-ce qui favorise cette crédibilité-là? Vous avez dit que c'est des secteurs, c'est la production. Quels sont alors les secteurs qui sont les moteurs ou bien, si vous voulez, les leviers de cette production, de cette croissance-là? Bon,
si le Bénin est crédible, en matière de crédibilité, il faut voir d'abord le respect des engagements. D'accord. Oui, la crédibilité tient lieu au respect des engagements. Et lesquels engagements? Engagements tant au niveau national qu'au niveau international. Et la politique économique et financière est favorable aux grands travaux. Et quand on dit les grands travaux, il faut avoir des ressources. Donc, si le Bénin bénéficie d'une crédibilité aujourd'hui au plan national et international, c'est parce que en matière de financement de l'économie, le pays a démontré sa capacité en termes de solvabilité et puis du respect des échéances en termes de remboursement de ce qu'il doit au secteur privé et aux investisseurs internationaux. Oui, mais qu'est-ce qui fait que le gouvernement de la rupture arrive à le faire et que peut-être les autres auparavant n'arrivaient pas à le faire? Je vais expliquer. D'accord. Donc, il y a deux concepts qui sont liés étroitement à cette crédibilité. D'abord, il y a ce qu'on appelle la solvabilité. Lorsque un pays est solvable, lorsque ce que vous lui mettez à disposition en termes de financement, il est capable de vous rembourser. D'accord. Donc ça, c'est un. Et qu'est-ce qui permet ça? C'est la production. Donc vous voyez, pour donner un coup, le Bénin, aujourd'hui, dans la sous-région, ou bien même en Afrique, est le premier producteur du coton. Dans les années 2015 à 2016, on était à 300 000 tonnes. Aujourd'hui, le Bénin est à 700 000 tonnes, à plus de 700 000 tonnes de coton. Donc la production cotonnière a plus que doublé. Donc, quand la production augmente, c'est avec tous les autres facteurs qui sont liés. Donc, l'économie est créée, l'économie est soutenue, l'économie performe. Et quand l'économie performe, cela veut dire que vous êtes solvable. Mais les ressources qui sont prélevées sur cette création de richesse, l'État les gère bien. Et quand l'État les gère bien, cela suppose que si vous lui mettez des fonds à disposition, l'État n'a pas de difficultés pour faire quoi? Pour vous rembourser, pour honorer les engagements. Donc, la crédibilité vient d'abord de ce sérieux-là. Et la rigueur dans la gestion. Oui, la rigueur dans la gestion des finances publiques, et qui fait que, désormais, quand vous prenez par exemple la trajectoire des finances publiques, le Bénin même peu de ressources dans le fonctionnement qu'avant, et met assez de ressources dans l'investissement. Ça, c'est une gouvernance financière. Et quand le Bénin prend la dette, pour les statistiques que nous avons, la dette ne finance pas le fonctionnement au Bénin. Ah bon, c'est pas ce que se dit. Hein. Les gens disent que les autorités s'endettent, n'en pas fini. C'est ce qu'on entend. Non, je t'explique. D'accord. Moi, j'ai suivi le ministre d'État, le ministre de l'économie. Je l'ai suivi et je ne suis pas loin. Quel est le message? Si l'État prend du financement, il faut savoir qu'au cours de cette année-là, l'investissement qui sera réalisé va dépasser le montant du financement. C'est une clé de contrôle. Donc, ce qui veut dire que la dette ne finance pas le fonctionnement. Alors qu'ailleurs, quelqu'un peut prendre 400 milliards, un État peut prendre 400 milliards, mais on va se retrouver avec 300 milliards d'investissement. Cela veut dire qu'on s'est endetté pour fonctionner. Mais au Bénin, tu ne vas pas voir ça. La gouvernance financière est claire là-dessus. Ce que l'État prend sur le marché, que ce soit au niveau local ou au niveau international, tout va dans l'investissement. Les routes, les écoles, les marchés modernes, les centres de santé. Oui, les centres de santé. Donc, tout va dans la digitalisation de l'économie. De l'administration également. De l'économie, je veux dire. Donc, rien n'est plus manuel. C'est de l'investissement. Est-ce que vous voyez? Donc, tout ce que l'État prend comme dette, ça va dans l'investissement. Je vais te dire, on ne peut jamais améliorer le mieux-être des populations, le mieux-être des concitoyens, si on n'investit pas. Le fonctionnement, c'est de la consommation.
Donc c'est dans l'investissement que le mieux-être va s'améliorer, va s'accroître. Et c'est ce que le gouvernement fait. Et donc, de ce point de vue, en tout cas, les chiffres que nous avons, les statistiques sur lesquelles nous nous basons pour tenir de tels propos sont consultables. Est-ce que vous voyez? Tout ce que l'État prend sous forme d'eurobonds, sous forme d'emprunts obligataires sur le marché, tout va dans l'investissement. Voilà, vous avez déjà touché les mots qu'on veut bien comprendre. On va les comprendre tout à l'heure. Mais avant d'en arriver là, il y a très souvent des notations qu'on donne au Bénin. On entend des A+, avec prévision positive, enfin B+, avec prévision positive, ainsi de suite. Mais c'est quoi? Qui sont ces agences-là qui notent d'abord? Qui sont ces agences-là? Bon, je vais te dire, moi j'avais fait un travail sur le risque pays. Le risque pays qui est un indicateur très important que les investisseurs internationaux regardent, que ce soit dans le secteur productif ou dans le secteur spéculatif. Donc le risque pays, c'est un risque composite qui prend les aspects économiques, les aspects financiers, les aspects opérationnels et j'en passe. Donc ce risque par exemple, c'est noté par les agences, par exemple la COFAS, Euromoney, Fitch et puis Standard & Poor's. Oui, l'objectif de ces risques-là, c'est quoi? C'est de savoir si le pays peut être solvable ou pas. C'est quoi l'objectif? Non. Ça mesure quoi ces risques-là? Oui, non. L'objectif d'une notation, c'est de s'assurer que là où on met l'argent, on peut récupérer. D'accord, ok. Donc, ce n'est pas autre que ça. D'accord. Donc, si on met l'argent dans ce pays, on peut récupérer. Ou si moi-même je viens investir, l'affaire peut prospérer. D'accord. Donc, le gouvernement a fait le choix ces dernières années de demander, parce que ce n'est pas les agences même qui se déplacent. Donc, c'est sur la demande du gouvernement que les agences se déplacent pour venir faire la notation. Donc, c'est comme un passeport. Si votre note, la note qu'on vous donne, révèle des difficultés de remboursement, on peut vous prêter, mais à un taux élevé. Donc, puisque c'est une grille de notation, et pour vous noter, on va collecter des informations sur vos performances passées, sur la production, sur la réalisation de vos projets, sur la gouvernance, la stabilité politique, etc. Une fois que l'agence de notation, bon, pour ce que je peux dire, une agence de notation, c'est une structure, une organisation indépendante qui est chargée d'apprécier votre capacité à honorer vos engagements en tablant sur vos performances économiques, sur vos perspectives, sur vos projections. Donc c'est une note indépendante. Parce que ce n'est pas parce que c'est vous qui avez invité, qui avez mis les moyens, que l'agence va donner une note qui peut se révéler contre elle. Donc c'est une notation indépendante. Qui va faire perdre sa crédibilité à l'agence. Sa crédibilité. Donc lorsque vous avez des notations de Fitch, par exemple, de Standard & Poor's, par exemple, qui est une agence américaine, ces agences-là ne s'amusent pas. Parce que même, je crois que si ce n'est pas l'année passée ou bien l'année l'avant, en 2024, le Bénin a une note qui le crédibilise mieux que des pays développés. Wow. Oui, je ne vais pas citer un nom. Mais dites-nous. Oui, mais je dis, ça va nous rendre un peu plus fiers. Dites-nous un peu. Allez vérifier les chiffres, par exemple, comparer les pays de l'Europe, d'accord? C'est des pays de l'Europe, leurs notes, d'accord, par rapport à la note du Bénin. Donc, le Bénin a une notation qui rassure les investisseurs internationaux que si on lui donne des moyens, les moyens là vont revenir avec ce qu'on attend en plus. Donc, de ce point de vue, quand la note est, bon, grosso modo, les agences là, on sait que les pays riches, les pays développés sont moins risqués que par exemple les pays en voie de développement. Et encore que dans la catégorie des pays en voie de développement, on a les pays émergents
Parce que la Chine, par exemple, n'est pas classée parmi les pays développés. Vous voyez, on a... L'Afrique du Sud. Oui, l'Afrique du Sud, donc les BRIC. Oui, les BRIC. Bon, moi, je dis BRIC, pas les BRIC. D'accord. Les BRIC. Voilà. Donc, quand vous les considérez, donc c'est des pays dont les économies, les performances économiques sont robustes, même parfois plus élevées, plus importantes que les pays développés. Oui, bon, les pays développés. D'accord. Voilà, oui, les pays développés. Parce que ce qui fait qu'on dise qu'un pays est développé, c'est la répartition équitable. Vous voyez, les inégalités sont moins prononcées. Quand tu vas par exemple en Chine, la Chine a une croissance robuste. La Chine, c'est un pays quand même dont les performances économiques rivalisent avec les États-Unis. Mais ce développement n'est pas équilibré. Non, c'est-à-dire qu'il y a les inégalités. Le Chinois a plus peur de l'avenir que par exemple un Américain. D'accord. Parce que le revenu, on est venu à un niveau où, quand vous prenez la courbe de Lorenz, les inégalités sont moins prononcées. Alors que peut-être qu'en Chine, vous voyez que la courbe a une allure beaucoup plus oblique, alors que au niveau des États-Unis, peut-être de la France et autres, là, la courbe a une allure oblique, si je peux le dire. Donc, qui montre que les inégalités sont moindres. Donc, ce qui fait dire que lorsque la notation constate que vous avez une performance économique, c'est-à-dire robuste, qui perdure dans le temps, qui démontre votre résilience face au choc, face aux événements inattendus qui peuvent arriver, bon, eh bien, donc, ça fait un plus. Donc, on va voir votre politique fiscale. Est-ce que vous avez une pression? Vous voyez, le Bénin, par exemple, a démontré sa capacité à mobiliser les ressources. Donc, la taxation n'augmente pas, mais les revenus augmentent. Ce qui veut dire que plus la production augmente, le Bénin arrive à mobiliser plus de ressources, non pas en augmentant la taxation, mais l'assiette fiscale. Puisque c'est le PIB qui est l'assiette par excellence. Donc, plus le PIB augmente, plus les revenus de l'État augmentent. Et c'est ça. Et les réformes fiscales entreprises, dans ce domaine-là, ouais, le fait qu'en ligne, vous pouvez payer les impôts. N'est-ce pas? Vous pouvez souscrire et vous pouvez payer. Tout est digitalisé. Tout ce que vous faites aujourd'hui au Bénin, en matière de prestations et autres, là, vous allez payer quelque chose. Tout le monde. Tout le monde. Oui, on paye l'AIB. Les droits d'enregistrement, tout ça là, c'est en ligne. Ouais. Donc, ce qui fait que, et tous ces résultats obtenus par le gouvernement grâce aux réformes fiscales ont un impact sur les finances publiques. D'accord. Est-ce que vous voyez? Donc, quand les agences de notation viennent, regardent toutes ces performances, regardent ce que vous faites du point de vue de l'économie, regardent ce que vous faites du point de vue de la gestion des finances publiques, regardent vos perspectives. Est-ce que vous avez, ouais, le gouvernement par exemple a un PAG et qui montre que bon, le gouvernement a de l'ambition, le gouvernement a des projets, le gouvernement a une vision, le gouvernement sait là où il va, il sait comment il veut partir. Il y a des chantiers en cours qui doivent aboutir. Donc ça veut dire quoi? Il y a des perspectives. Donc c'est ça qui fait que quand l'agent de notation vient avec toutes ces informations, elle les analyse et vous donne quoi? Une note. Donc c'est une agence de notation, c'est une structure autonome, indépendante, qui est chargée d'analyser les performances économiques, financières, vos perspectives au regard de vos données et vous donne maintenant une note qui vous classe dans une grille donnée. Selon la grille, on peut avoir A, et puis AAA, 3AA, selon que c'est Fitch ou bien c'est Standard & Poor's, B. Par exemple, Fitch, là, c'est B plus que le Bénin A. Généralement. Que le Bénin A. Et quand vous prenez Standard & Poor's, le Bénin A, B, B-. Est-ce que vous voyez? Donc, ces notes-là, quand l'investisseur international voit ça, il sait qu'il traite avec quelqu'un qui est sérieux. C'est-à-dire qu'au-delà de la crédibilité, il y a le sérieux. Est-ce que vous me suivez? Oui, je comprends. Donc, et le sérieux vient du fait que vous êtes crédible et que vous avez une ambition, une volonté qui est claire. C'est-à-dire qu'il montre qu'on ne navigue pas à vue, mais qu'on a une trajectoire qui est tracée. Voilà un peu ce que je peux dire sur... Et vous avez parlé tout à l'heure des investisseurs. Ça les met en confiance par rapport au Bénin. Oui. Parce qu'ils se disent c'est un pays où on peut mettre son argent. Oui, parce que l'agence de notation
donnent un cachet que si ils mettent leurs fonds dans ce pays, les fonds vont être bien gérés. Oui, docteur, soyez un peu plus concret avec nous. Comment est-ce qu'on arrive à percevoir qu'il y a plus d'investisseurs, par exemple, qui rentrent au Bénin? Moi, je veux bien comprendre. C'est quoi les chiffres? Est-ce qu'il y a des données qui... Non, il y a une nuance qu'il faut faire. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des investisseurs industriels. Voilà. Il y a des investisseurs industriels. Il y a des investissements de spéculation. Vous comprenez? Bon, maintenant, des investisseurs de spéculation. Quand je dis des spéculations, c'est entre griffes, quoi. Quand l'investisseur est industriel, lui va peut-être voir une analyse du risque, a dit que autre que l'investisseur qui veut juste acheter des titres. D'accord. Est-ce que vous voyez? Des parts d'action. Oui. Non, c'est obligation. D'accord. Il n'y a pas d'action. Quand l'investisseur est industriel, lui peut voir le risque pays. D'accord. Peut voir le risque pays. Est-ce que le pays a une stabilité politique? Parce que l'investisseur ne peut pas venir mettre son argent dans un pays en récession éternelle. Vous comprenez? Quand vous prenez le cycle économique, vous avez l'expansion, qui peut durer, donc on peut avoir des croissances, ainsi de suite, qui s'observent, mais il peut y avoir une rupture. Et la rupture peut vous conduire dans une récession, et lorsque vous n'arrivez pas à gérer cette récession, vous tombez dans une dépression. Et puis la reprise peut venir. Donc, les investisseurs, surtout industriels, voient comment le pays offre des opportunités. Et donc, le risque que l'investisseur qui va mettre son argent dans les obligations, dans les eurobonds et autres, là, va appréhender là, n'est pas le même risque que l'investisseur industriel va regarder. Parce que si le risque du pays est faible, si l'investisseur devait, par exemple, souscrire à une police d'assurance, il mettra moins d'argent que si, par exemple, le risque est élevé. Si un pays comme peut-être le Burkina, comme le Niger, comme le Mali, quelqu'un veut aller investir là-bas, le risque pays est forcément plus élevé que le Bénin, où nous avons la stabilité. Donc l'investisseur qui va là-bas va supporter le risque politique, en dehors des autres risques qui peuvent s'ajouter. Mais l'investisseur qui vient au Bénin pour investir dans la production, dans la finance, vous voyez, une banque peut venir. C'est un investissement direct. Vous comprenez? Je comprends. Une banque, c'est un investissement direct. Bon, quelqu'un peut venir pour transformer la NACAD. Quelqu'un peut venir pour transformer le soja. C'est ce que j'appelle les investisseurs industriels et commerciaux. Et puis financiers. Un peu comme ceux qui sont à la GDIZ, qui transforment le coton bien sûr. en tissu. Mais quand l'État a un budget qu'il veut financer, d'accord, et que lui-même se positionne sur le marché international pour lever des fonds, mais attention, c'est là où les agences de notation vont apprécier la stabilité macroéconomique, vont apprécier la gestion des finances publiques, vont apprécier les réformes, vont apprécier les perspectives pour dire, ah non, si vous prêtez de l'argent à ce pays, il est à même de rembourser, il est à même d'honorer les engagements. Est-ce que vous voyez? Donc là, il va s'agir des investisseurs, d'accord, internationaux. Ils peuvent être quoi? Institutionnels. Mais le gouvernement a démontré sa capacité. Ça, en 2025, au tout début, c'était le mois de février, qu'on a mobilisé des eurobonds en début de gestion. Oui, on va en parler, mais avant d'en arriver là, on parle de ces performances-là plutôt remarquables du Bénin sur les marchés internationaux. Comment est-ce qu'on fait finalement pour répercuter ces bonnes performances-là sur donc, le quotidien du Béninois? Comment est-ce que ça va se faire? Sur le quotidien? Oui, sur le quotidien de chacun de nous. Le pays va bien sur le plan macroéconomique. Comment est-ce qu'on fait finalement? Peut-être, est-ce qu'il y a un pas encore à franchir pour que le Béninois se dise, bon, moi aussi je vis désormais peut-être comme, je ne sais pas moi, un Sud-Africain ou un Chinois qui a plus ou moins de Non, ça fait partie des problèmes qui sont soulevés, on ne voit rien, le panier de la ménagère est vide, c'est un peu ça, ou bien bon. Donc ça là, ce sont des questions un peu lourdes, des questions
qui sont toujours récurrentes. Mais vous savez, j'ai suivi le ministre d'État et qui s'est entretenu sur le fait que sur ce sujet, mais il dit, pendant les moments de sacrifice, pour poser les bases fondamentales de l'économie, et puis prendre une trajectoire, maintenant pour satisfaire et tout le monde, il y a donc des efforts à faire. Donc, une politique de redistribution n'est pas forcément une politique où on fait des transferts monétaires pour que les gens puissent avoir de l'argent dans les poches. Est-ce que vous voyez? Bon, lorsque vous devrez, par exemple, peut-être supporter, je dis n'importe quoi, X montant pour vous soigner, et désormais vous avez X moins Y pour vous soigner, le gouvernement est en train de redistribuer. D'accord. À travers, par exemple, le projet Arche où on prend certaines personnes en charge. Oui, le gouvernement est en train de redistribuer. D'accord. Si, par exemple, vous devez peut-être supporter X montant pour la scolarité, et désormais, vous allez supporter X moins Z. D'accord? Le gouvernement est en train de faire quoi? De redistribuer. D'accord. J'ai donné un exemple, pas plus tard, peut-être aujourd'hui. Un repas d'un étudiant, par exemple, d'accord, ça coûte 1200. Un exemple, je donne, je ne dis pas que c'est comme ça. Oui, je comprends. Mais bon, une estimation juste. Oui, le ticket resto est 200 et le gouvernement subventionne effectivement 1000 francs. 1000 francs. Il a redistribué. D'accord. Est-ce que vous voyez? Okay. Donc, je dis, la politique de redistribution doit s'affiner davantage. Mais il ne faut pas qu'on voit que ça, c'est un langage politique. Bon, on ne voit rien. C'est un langage politique. Mais ça va toujours demeurer ainsi. Jusqu'au moment où on va arriver à un niveau où les politiques budgétaires, les politiques de revenus, les politiques de dépenses vont prendre en charge les services publics à un niveau donné pour que les ménages, n'est-ce pas, vont peut-être moins dépenser. Mais encore que les pays où ces services publics qui permettent aux gens de ne pas sentir l'effet des dépenses là, va avoir le niveau de taxation. Il y a des pays où, par exemple, la pression fiscale, c'est 30%, c'est 40%. Aujourd'hui, on est à combien? Peut-être 12 à 13%. Vous voyez? Ça bouge très peu. Vous comprenez? Oui, est-ce que vous me suivez? Oui, donc, je suis parfaitement. Oui, on ne sent rien. C'est un langage qui a existé, qui va toujours exister. Parce que si vous voulez sentir, d'accord, si vous voulez sentir, il suffit de commencer d'abord par vous mettre en tête les opportunités qu'on me donne là. Comment je rentabilise? Moi, je suis un analyste qui parle. Maintenant, je peux peut-être devenir demain dans ma position de politique. Et je dirais peut-être autre chose. Prenez la route des pêches. Le gouvernement a viabilisé. Qu'est-ce qu'on attend? Il faut que les investisseurs viennent s'installer. Oui, le long de la route. Pour pouvoir mettre les infrastructures nécessaires. Créer des emplois. Oui. Maintenant, l'État va encore investir. D'accord. Bon, l'État a déjà mis en place. Donc, je dis, je comprends. La politique de redistribution, c'est une politique vraiment un peu complexe. Parce que ceux avec qui on redistribue, ce que vous autres, en tant que politique, vous redistribuez, peut ne pas être ce qu'eux, ils désirent. Mais, ce que vous faites, c'est ce que la théorie dit. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas se substituer aux bénéficiaires pour faire ce que lui doit faire. Apporter également sa part. Mais écoutez, c'est comme ça. D'accord. Maintenant, revenons un peu à ces instruments, on va dire un peu modernes, je veux dire, ces instruments financiers dont on entend de plus en plus le nom. Vous avez cité quelques-uns, vous avez parlé d'eurobond tout à l'heure, mais je veux qu'on commence par le Sukuk, c'est le plus récent. Le plus récent. Voilà, c'est quoi cette obligation-là? En quoi est-ce que c'est différent des obligations, on va dire, classiques? Ok. Bon, merci beaucoup. Parce que moi, j'ai découvert cette notion de Sukuk il y a un moment, mais dans le paysage béninois, le Sukuk a commencé par faire parler de lui quand le ministre d'État
Romain Ouadani, est allé lever 500 millions de soukouk sur le marché international et avec toute son équipe. Et le communiqué de presse, nous l'avons lu, je crois, le 22 janvier passé. Et sur ça, bon, nous avons essayé d'aborder donc cette notion. Mais concrètement, quand on dit soukouk, il faut comprendre que le soukouk, c'est une obligation dans la finance islamique. D'accord. Une obligation dans la finance islamique. Comme par exemple, on peut dire Eurobond comme obligation sur le marché international. D'accord. Bon, alors, le soukouk, c'est un prêt, d'accord, sans intérêt, mais qui fait ressortir quelque chose de précis, à savoir que ce soukouk est adossé à un actif tangible, n'est-ce pas? Donc, on vous prête sans intérêt, mais vous devez réaliser quelque chose de tangible avec le prêt que vous recevez. Et les revenus que vous allez tirer de ce que vous réalisez avec le financement, c'est ça qui fera l'objet des partages avec l'investisseur. Avec l'investisseur. Maintenant, et une précision qui est aussi importante, c'est que quand on dit soukouk là, ce n'est pas un mot français, c'est un mot dans le... un mot certainement arabe, oui, donc soukouk, pour le nuancer avec les obligations classiques. Bon, pour dire que dans la finance islamique, le prêt à intérêt est interdit. Oui, c'est proscrit. Ça, oui, donc comme le prêt à intérêt est proscrit, et que cette zone-là, c'est une zone où la manne pétrolière est là. Oui, donc le pétrole est là. Oui, bon, ils ont de l'argent, mais les pays du Golfe, d'accord, que le Bénin est allé maintenant conquérir, ne peuvent pas souscrire à des obligations classiques. D'accord. Du fait justement de leurs contraintes sur le plan religieux. De la charia, d'accord. Oui. Donc, vous émettez des emprunts sur le marché international. Les investisseurs du Moyen-Orient et puis de l'Asie ne vont pas souscrire à ces obligations. Parce que eux ne veulent pas mettre de l'argent à la disposition de quelqu'un pour percevoir des intérêts. D'accord. Et la raison, elle est simple. Dans la littérature, nous apprenons que le temps ne saurait justifier une rémunération. Vous prenez de l'argent, vous déposez l'argent, et puis un mois après, vous venez vous constater que l'argent, c'est toujours le même montant. Est-ce que vous me suivez? Je comprends parfaitement. Vous avez pris de l'argent. Vous avez pris de l'argent chez quelqu'un que vous allez rembourser. Mais on vous dit, cet argent que vous prenez, vous allez me rémunérer 8% ou 7%. Si vous déposez l'argent quelque part, est-ce que l'argent là va produire des intérêts? Non. Ça ne va rien donner. Donc les Arabes marchent sur cette logique, oui, les pays musulmans. Voilà, les Arabes disent que, ou bien la finance islamique retient que le temps ne saurait rémunérer un prêt, un financement. Parfait. Donc nous partons de là. Et puis j'ai découvert une citation, une citation que je vais partager avec toi et tous nos téléspectateurs. La citation dit quoi? Le droit à la rémunération n'exclut pas la responsabilité de la perte. Expliquez un peu plus. Oui, je vais expliquer. Dans un soukouk, l'investisseur est copropriétaire. D'accord. Si ce que je réalise avec le soukouk ne porte pas des fruits, nous sommes tous sans partage. D'accord. Donc on se partage également les risques concernant l'investissement. Oui. Donc, ça dit, si l'investissement me rapporte quelque chose, on partage. Si je n'ai pas eu de bénéfices, nous restons sans rien partager. Donc c'est pourquoi on dit le droit au bénéfice n'exclut pas la responsabilité liée à la perte. Donc c'est vraiment une citation très forte. C'est ça d'ailleurs qui me fait dire que
quand vous financez un projet avec un sukuk, vous avez l'obligation vraiment de faire fructifier cet investissement. Parce que lorsque je tombe d'accord que nous allons partager les bénéfices, vous voyez, si par exemple c'est un immeuble qui adosse le sukuk, donc c'est les loyers qu'on va partager. Si c'est une usine, il faut un compte de profit qui soit produit en fin d'exercice pour qu'on voit si nous sommes bénéficiaires ou si nous avons été déficitaires. Donc si nous sommes bénéficiaires, on va partager. Parfait. Donc si l'activité n'est pas rentable ou bien n'est pas bénéficiaire pour cet exercice-là, on ne va rien partager. Donc puisque je suis propriétaire aussi comme toi, on pourrait dire que dans le sukuk, l'investisseur qui met l'argent à disposition est copropriétaire. Donc sur la durée du financement. D'accord. Parce qu'il y a une clause qui dit... Bon. Donc finalement, le sukuk est moins contraignant que les obligations classiques, on va dire, puisqu'il n'y a pas de taux d'intérêt et comment on appelle, les intérêts sont partagés. C'est ça qui fait que le Bénin est parti vers là-bas. Il y a une contrainte. Il y a des contraintes. Ah oui, mais il y a des contraintes. C'est quoi la contrainte? Mais comment? Pour aller lever les fonds, il faut remplir des conditions. Ah d'accord. Ah oui, mais c'est ça, il y a des contraintes. Parce qu'on dit que la finance islamique, là, il y a l'éthique. D'accord. Ouais, c'est une finance éthique. D'accord. Donc, si... vous ne remplissez pas les conditions, vous n'irez pas sur ce marché. Donc le Bénin a rempli des conditions, le Bénin a revu son cas juridique, le Bénin a certainement travaillé sur beaucoup de chantiers pour remplir les conditions avant d'aller sur ce marché. Parce que le fait que le Bénin soit positionné sur ce marché en début de gestion, c'est une historique première. 500 millions de sukuk en dollars. C'est une historique première. Une grosse performance. Mais d'abord, écoute, je vais dire ceci aux téléspectateurs. Les gens, ils disent, et j'écoute, d'accord? Ah, on s'endette, c'est trop. Bon, j'ai donné une communication en octobre 2024, dans le cadre d'un certain nombre de travaux pour éclairer ceux qui avaient bénéficié de cette intervention-là. J'ai dit, d'abord, en 2025, on aura la dette mondiale qui va dépasser la richesse nationale. La richesse mondiale. Mondiale, ok. Ça, c'est sur le plan mondial. Oui, c'est le FMI qui le dit. D'accord. Et c'est en octobre ou bien novembre 2024 que je présentais la communication. Donc, la dette mondiale était, en ce moment-là, à près de 95% du PIB mondial. Donc, en fin d'année, le FMI projetait que la dette mondiale sera à plus de 100% du PIB mondial. Et j'ai trouvé une citation d'un économiste qui disait que, en réalité, la dette n'est pas une mauvaise chose. La dette devient mauvaise si ce que vous faites avec la dette ne vous rapporte rien. D'accord. Donc, si ce que vous faites avec la dette, eh bien, la dette n'est plus mauvaise. Voilà, donc, j'ai dit ça pour dire quoi? Les besoins que finance la dette là sont des besoins sociaux, des besoins pressants, des besoins dont la satisfaction améliore les conditions de vie des populations. Bon, le Bénin, grâce à ses performances macroéconomiques là, a un niveau d'endettement qu'il maîtrise bien, parce que l'UEMOA a fixé le seuil à 70% du PIB. D'accord. Mais j'ai rédigé un article, je crois, l'année passée, et l'article là m'a permis de comprendre que le Bénin fait beaucoup d'efforts, parce que nous ne sommes pas dans les autres pays, mais nous avons les chiffres. Il y a des pays qui sont à près de 100% déjà. Dans l'UEMOA dans l'UEMOA. Mais la dette sénégalaise là a eu de problèmes, non? Oui. Quand le président Diomaye Faye est venu, ils ont fait des audits. Oui. Les données que nous avons eues là, non? Le Sénégal, en tout cas, le Sénégal a déjà franchi le seuil de 70% retenu par l'UEMOA. Même chose, le Togo est très proche. Est-ce que vous voyez? Mais le Bénin est dans l'ordre de 54%. Bon, je ne dis pas ça pour dire, bon, on va s'endetter pour s'endetter. Encore que ceux qui
sont à la tête du pays, ils ont la rigueur, ils ont la méthode, n'est-ce pas? Parce que ce que vous combattez, vous-même, vous n'allez pas faire ça. C'est clair. Est-ce que vous voyez? Et donc, de ce point de vue, je dis, pour avoir écouté certaines autorités, surtout bon, le ministre d'État, il dit, bon, est-ce qu'on doit cesser d'améliorer les conditions de vie? Si c'est la dette qui fait ça, alors que ce n'est pas tous ceux qui veulent s'endetter qui trouvent à s'endetter. Non. Ce n'est pas parce que j'arrive à m'endetter que toi qui me critiques, que tu peux t'endetter. Bon, encore que les États ne se critiquent pas, ce sont les populations. C'est vrai que en matière de soutenabilité de la dette, on peut opiner là-dessus. Mais dans l'UEMOA, là, la dette devient insoutenable lorsque vous dépassez les 70%, du PIB. Donc du PIB. Et si la production augmente de façon régulière, on a une capacité de s'endetter pour améliorer les conditions de vie. Donc c'est très important de le dire pour que, bon, parce que en tant que spécialiste, lorsque nous nous retrouvons au laboratoire ou bien dans nos labos pour échanger le bénéfice en dette, oui, tous les États s'endettent. Et ce n'est pas tous les États qui peuvent trouver les dettes à des coûts compétitifs. Voilà. Et voilà, c'est pas tous les États. Enfin, on n'a pas confiance en tous les États pour leur donner donc ces dettes-là. Moi j'aimerais bien savoir. Avant de passer à l'euro, bon, je veux bien comprendre aussi une question en deux. Enfin, comment est-ce que le Bénin a fait pour convaincre, et donc on va dire ces États-là, c'est la finance islamique si vous voulez, de lui donner. Est-ce que les notes données par les agences ont joué à ce niveau-là? Beaucoup. Ah bon? Oui, oui. Ça compte aussi là-bas? Beaucoup. Mais écoute, je ne suis pas dans ton pays et tu viens me demander l'argent. Quelle est la preuve? Donc les notations financières sont vraiment importantes. D'accord. Les notations des agences. Fitch, Standard & Poor's, tout ça là, c'est important. J'ai dit que je fais des performances économiques. Je gère bien les finances publiques. J'ai des opportunités d'investissement. Comment tu prouves ça? Comment tu prouves ça? Voilà, j'ai Fitch qui m'a noté. J'ai Standard qui m'a noté. Voilà les notes. Déjà. Mais c'est comme par exemple, je ne sais pas si tu savais ça. On ne peut pas prêter de l'argent à un État, à dire par exemple en matière de financement et du développement. En matière de financement et de développement, lorsque vous êtes un État et vous voulez des prêts bilatéraux, vous savez, d'État à État. C'est ça? D'accord. Vous devez avoir ce que j'appelle, c'est comme le cachet du fonds. C'est-à-dire si le FMI est dans votre pays et si le fonds intervient dans votre pays, fait donc ces interventions d'orientation de la politique économique, c'est un feu vert. D'accord. Oui. Donc, quand vous voulez avoir une garantie. Oui, quand vous voulez attirer les fonds publics, même les fonds bilatéraux, bon, c'est-à-dire, j'ai dit fonds bilatéraux, vous comprenez. Je comprends parfaitement, d'État à État. Et puis, si la Banque mondiale doit te donner de l'argent, c'est le FMI. Mais encore, il faut que, quand le FMI est présent, on sait que vous ne pouvez pas faire des désordres en matière de gestion des finances. Ils ont l'œil sur ce que vous faites. Ils peuvent intervenir pour dire non, attention, il y a des problèmes à ce niveau. Oui. Donc, vous levez les fonds. Mais quand vous allez sur le marché, vous savez, les marchés ne sont pas dans les pays. Même si le marché est dans un État là, et qu'un État vient pour prendre de l'argent, les investisseurs ne sont pas dans votre pays. Vous comprenez? Je comprends. Ce qui fait foi à ces investisseurs-là, ce sont les notations. Pour qu'ils vous libèrent les fonds. D'accord. Oui, donc les notations, ça, les agences, les investisseurs savent que bon, quelque chose, un travail a été fait. D'accord. Voilà. Avant de passer à l'euro, bon, qui m'était à cœur aussi parce que je vais comprendre, ils ont parlé de soukouk de maturité 7 ans. Oui. C'est quoi la maturité? Non, mais la maturité veut dire que bon, le soukouk que je prends, c'est à votre disposition durant cette année. Durant cette année. Durant 7 ans. Oui, durant 7 ans. D'accord. Donc, première année, deuxième année, 3e, 4e, 5e. Jusqu'à 7e année. Oui, 7e année. Donc, vous avez. Moi, regarde, je dis quelque chose. Mais, si on dit le Bénin a levé son soukouk à 4,92%. D'accord, les gens disent, bon, c'est pas cher. Je dis, c'est quoi
la cherté. C'est un coût compétitif. Parce que sur le marché obligataire, tous les financements que vous mobilisez aujourd'hui, c'est de l'ordre de 8 à 10%. C'est parce que le Bénin a une notation BB là. Hein, B plus BB moins. Avec perspective positive. Perspective positive hein, de Fitch et de Standard Poor's que l'eurobond du Bénin est à 6,19%. D'accord. D'accord. Donc, si jamais tu te retrouves... Ça aussi, ça joue à ce niveau. Mais, mais regarde, si quelqu'un veut te prêter de l'argent, si tu es solvable, que tu es crédible, ton taux est bas. Parce qu'il sait que... Il va vite rembourser. Oui. Mais celui qui va traîner, par contre, il met un taux élevé pour savoir que si après il ne rembourse pas, mais il va avoir déjà... Au moins, avec le taux, il a déjà récupéré... Vous comprenez? Je comprends donc, parfaitement. En finance, là, c'est des notions qui sont vraiment importantes. D'accord. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Revenons à l'eurobond. Oui. C'est quoi, par exemple, cette obligation-là aussi? Le Bénin, il va souvent. C'est quoi l'eurobond? Mais quand on dit eurobond, bon, d'abord, j'ai fait un article là-dessus, sur les eurobonds. Donc, c'est eurobond? Oui, eurobond. D'accord. Oui. Okay. Mais quand on dit eurobond, les gens pensent que bon, c'est euro. Non. C'est que c'est une obligation en euros. Non. Je vais t'expliquer. Si je savais qu'on allait parler d'eurobond, j'allais peut-être me déplacer avec cet article et te donner... Non, on va aller très vite. Il ne nous reste plus trop de temps non plus. Et te donner plus d'explications. Parce que parfois aussi, il faut reconstituer toute l'information. Eurobond, là, écoute, c'est une obligation émise par un État dans une monnaie autre que la monnaie ou bien autre que sa monnaie. Un eurobond est une obligation, c'est-à-dire est une dette émise sur le marché international par un État dans une monnaie autre que sa propre monnaie. D'accord. Donc, si le Bénin va sur le marché international et s'endette en euros ou en dollars, c'est un eurobond. Oui. Ok. Eurobond. Oui. C'est un eurobond. D'accord. Et donc, les eurobonds, comme ce n'est pas un État où la Banque mondiale, que c'est les investisseurs institutionnels, bon, c'est la loi de l'offre et de la demande qui joue. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, et ces obligations-là aussi font appel aux agences de notation. Donc, parce que c'est sur le marché international. D'accord, on va déjà vers la fin, on a plus ou moins compris. Vous avez été vraiment très, on va dire très pédagogique. Il y a quelque chose que je veux, que je veux aussi mentionner. Oui. Bon, les gens disent, les eurobonds, les soukours, que c'est des financements chers. Je suis d'accord. Maintenant, je me demande, les financements moins chers que nous voulons sont de plus en plus rares. Parce que tout le monde veut l'aide publique au développement. Tous les États. Mais nous sommes dans un monde de rareté. Effectivement. Et les besoins sont là. Oui, les autres États ont leurs problèmes aussi. Oui, mais je dis les besoins sont là. Donc, le fait que le Bénin aujourd'hui recourt à ce type de financement, c'est pour compléter les sources de financement disponibles. Le Bénin a déjà reconfirmé. Donc, je parle de reconfirmation. Parce que quand le Bénin allait sur le marché des eurobonds, c'est aussi une première. Parce que le Bénin n'allait pas sur ce marché. Il a démontré sa capacité à lever les eurobonds. Et ça a été salué. Aujourd'hui, le Bénin est allé sur le marché islamique pour mobiliser des soukouks. C'est-à-dire que soukouk et eurobond, les deux sont des obligations. À la différence que eurobond, là, ça donne des intérêts fixes. Obligations et sous forme de soukouk, là, ça ne donne pas lieu au paiement d'intérêts. D'accord. Est-ce que vous voyez? C'est très bien. Donc, en allant sur ces marchés, le Bénin diversifie ses sources de financement et confirme que désormais, la finance islamique peut l'aider à financer les projets de développement au même titre que les obligations cassées sous forme d'eurobonds. Et on peut retenir, ou bien on peut dire que cette trajectoire que le Bénin prend lui donne ce que je peux appeler une sorte de confiance. Une sorte de confiance, une sorte de crédibilité
sur le marché international, parce qu'on ne prête qu'au sérieux. D'accord. Avant de poser ma dernière question, une petite question qui est très personnelle. C'est, est-ce que vous pensez que les compétences du ministre d'État, Romuald Wardani, ont quelque chose à voir avec toutes ces prouesses-là que le Bénin arrive à faire aujourd'hui? Est-ce que sa connaissance des marchés internationaux joue également dans ce sens-là? Est-ce que l'individu lui-même apporte forcément? Oui, mais tout ça, là, c'est l'individu. Nous allons commencer d'abord par l'euro. Hein, le président de la République, ça, c'est l'autorité. Hein, qui a son PAG, et qui dit maintenant, ministre des Finances, ministre d'État, je te donne le feu vert pour apporter les ressources, fais bien son travail. Et donc, de ce point de vue, on peut dire, la personne, l'individu lui-même, incarne d'abord cette ambition-là. C'est une personne qui est déterminée, très engagée à apporter du nouveau. Vous avez vu, Soukouk a surpris tout le monde. On n'a jamais entendu parler. Non, Soukouk a surpris tout le monde. On est là et puis on dit, voilà, le ministre d'État, Romuald Wardani, a mobilisé 500 millions de Soukouk pour financer les projets. Et vous êtes même l'un des rares économistes qui accepte même en parler. Oui, parce que presque tout le monde ne sait pas de quoi ça Non, c'est pourquoi il dit que c'est un concept récent. C'est pourquoi il dit que c'est un financement très novateur. Très novateur. Et au même moment, il va encore sur le marché obligataire pour mobiliser encore 350 millions d'euros bonds. Non. Ça, nous devons lui tirer chapeau et lui dire bravo, et lui dire du courage, et lui dire encore, quoi encore, persévérance, perspicacité. Continuez sur ce chemin. La dynamique continue. D'accord. Voilà. Justement, quels sont les défis, quels sont les défis à relever pour que cette dynamique-là continue, pour qu'on reste finalement sur cette dynamique-là? A dit, les défis là, c'est à deux niveaux. Les défis, c'est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau du gouvernement et donc du ministre d'État. Parce que ces projets, vous savez, puisque lui, il mobilise les ressources, et les projets qui sont réalisés peuvent ne pas être du secteur et son propre secteur à lui. Effectivement. Vous comprenez, il y a des projets dans le domaine de l'agriculture, de la santé et autres là. Donc ça veut dire il doit y avoir du travail. Et le travail là va consister à réaliser avec compétence tous les investissements qui sont prévus. Parce que si on vient à la maturité de 7 ans, l'investisseur a déjà partagé les bénéfices, non? Et que le Bénin a opté par exemple pour la location-vente. C'est-à-dire, ils sont copropriétaires. En fin de maturité, en fin de période, il faut remettre les fonds à l'investisseur pour devenir propriétaire. Donc, vous voyez que c'est un défi, non? Un vrai défi, énorme. Et si nous avons rentabilisé l'investissement, pendant qu'on ne rembourse rien, on peut avoir de l'argent pour lui remettre et devenir entièrement propriétaire. Donc, on a un défi à relever. Notamment par rapport à ce coucou de maturité 7 ans. D'accord. Maintenant, d'accord, oui, allez-y. Ça, c'est au niveau donc, de l'appareil étatique. D'accord. Donc, il faut travailler. Maintenant, vous savez, quand on mobilise les eurobonds, il faut bien gérer les finances. Donc, gérer les finances aussi, il y a la responsabilité citoyenne. Justement, c'était ma dernière question. Quelle est la contribution de la population elle-même, du citoyen lui-même, pardon. Je voulais poser la question, mais j'hésitais. Je dis que ça, c'est plutôt une question pour un politique. Mais je pose quand même la question à un macroéconomiste. Non, mais la responsabilité citoyenne, c'est qu'aujourd'hui, que tout le monde se mette en tête, même si tu n'as pas le désir de payer l'impôt, et que tu veux réaliser quelque chose, tu vas payer l'impôt. Je suppose que les gens rient à la maison. Oui, vous reprenez la phrase. Non, tu le veuilles ou pas. Désormais, on paye l'impôt. Donc, il nous faut la culture citoyenne fiscale. La culture quoi? Citoyenne fiscale. Pour dire que ce qu'on voit, ce que nous observons, et ce qui nous profite là, nous avons notre part à jouer dedans. Donc le petit commerçant qui refuse toujours de délivrer les factures normalisées, il faut qu'il commence à délivrer les factures normalisées. Mais on va l'obliger. D'accord. Est-ce que vous voyez? Donc, moi je pense que c'est vraiment important. Et ce qui rassure, c'est le fait que nous sommes en train de voir que quelque chose est en train de changer. Parce que si quelque chose ne change pas,
n'est-ce pas? Et qu'on me demande de faire des efforts, je serai peut-être réservé. Est-ce que vous voyez? Donc, il nous faut vraiment une culture citoyenne fiscale pour accompagner tout ce mouvement, pour accompagner tous ces efforts et donner donc des ressources, voyez, donc à l'État pour pouvoir continuer par faire face aux engagements. En tout cas, de notre côté, je pense que en tant que citoyen, c'est ce que nous pouvons faire. C'est-à-dire, bon, les gens ils sont réticents pour payer l'impôt, hein, parce que vraiment, c'est pas facile de payer l'impôt. Mais bon, tu n'as pas de choix. Moi, vous voyez, quand... Oui, c'est toi qui as dit ça, non, bien, c'est pas. Tu vas payer AIB ici. Tu vas payer tu fais une intervention. tu es coincé. Quelle que soit la facture, oui, on paye désormais l'AIB. On est vraiment coincé. Non, tu es coincé. Alors que c'est important aussi. On a nos routes, on a les centres de santé, on a l'éducation des enfants, on a la cantine complètement gratuite pour les enfants désormais au Bénin. Je pense que c'est des raisons qui justifient donc le fait de payer ces AIB. En tout cas... Il y a quelque chose que j'appelle souvent... vous savez, je m'occupe des questions de la performance. Et la performance a 3 visages. Il y a le visage du citoyen qui réclame l'efficacité de l'intervention publique. Il y a le visage du contribuable qui exige l'efficience de gestion. D'accord. Et il y a le visage... Le troisième. L'usager qui exige la qualité du service. Est-ce que tu vois? Oui. Donc, l'intervention publique, là, prend en compte le citoyen, ces 3 aspects. Le contribuable et puis l'usager. Toi et moi, là, nous sommes tous des citoyens. Effectivement. Bon, je suppose que tu es aussi contribuable. Je suis contribuable, parfaitement. Je paie régulièrement l'AIB sur toutes mes factures. Oui. Et puis, tu es aussi peut-être usager. Également, je passe sur les voies. Tu n'es pas usager à tout. Pas forcément. Je suis complètement d'accord. Oui. Donc, ça qui veut dire que si l'intervention publique n'est pas efficace, on va gaspiller de l'argent. C'est clair. C'est-à-dire l'intervention publique là doit être efficace. Pour faire quoi? Pour faire correspondre les infrastructures aux attentes des populations. Aux attentes. Maintenant, le contribuable, lui, veut s'assurer que le coût de l'infrastructure, le coût du projet, n'est-ce pas, ne gaspille pas les fonds qu'il met en place. L'usager, quant à lui veut voir que ce qu'on lui a offert est de qualité. Et je pense que pour ce que je regarde, pour ce que j'observe, le gouvernement est dans cette dynamique. Et je pense que nous devons accompagner en développant, en cultivant quoi? La culture citoyenne fiscale. Voilà, je pense que c'est sur ces mots de M. Soukegbe que nous allons nous arrêter. Docteur Gérard Soukegbe, macroéconomiste. Merci infiniment pour cet entretien. J'ai vraiment du mal à vous arrêter, tellement donc, et cet échange a été plutôt éclairant pour nous. Vraiment, au thème de cet entretien, nous retenons que les prouesses économiques du Bénin ne sont pas le fruit du hasard, mais d'une stratégie rigoureuse, d'une gestion transparente et d'une ouverture maîtrisée au marché financier. Et vous avez dit aussi que les bonnes notes donc attribuées par les agences de notation renforcent la confiance des investisseurs, tandis que les instruments tels que le Sukuk, l'eurobond et tout sont des instruments innovateurs et donc permettent de diversifier les financements et de soutenir donc le développement. Merci infiniment, monsieur Gérard Soukegbe. Ça fait vraiment plaisir de vous recevoir. Grâce à vous, ces thèmes-là qui nous paraissent comme du chinois, désormais sont plus ou moins clairs. Merci également à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve donc dimanche prochain pour un autre numéro de l'entretien du dimanche. À très bientôt.